Je vais donc vous présenter, pour celles et ceux qui ne le connaîtraient pas, Benoît Crucifit, donc qui est l'auteur il y a, quelque temps maintenant, mais pas si longtemps que ça encore, d'une thèse, qui, portait sur les gestes de transmission du patrimoine de la bande dessinée dans le roman graphique, nord-américain. C'est une thèse qu'il a soutenue à l'université de Liège, où il est membre du groupe ACME consacré à la recherche sur la bande dessinée, et dans le cadre de ce travail de recherche, il avait notamment travaillé sur les expositions consacrées, par des auteurs de bande dessinée, si je me souviens bien. Si je dis une ânerie, tu me corriges évidemment, à l'histoire de leur art, au fond. Et il travaille maintenant depuis un certain temps aussi dans le cadre d'une ERC qui porte sur la représentation des enfants dans la bande dessinée du dernier tiers du 19e siècle jusqu'à nos jours. Et dans ce contexte-là, il s'intéresse, lui, plus particulièrement à tout ce qui est dessin d'enfants dans la bande dessinée franco-belge et à différentes formes de production enfantine. Je vous lis l'énumération que j'ai trouvée sur sa page de présentation sur le site d'Acme. Donc, album gribouillé, concours de dessin, fanzine, pseudographie et recopiage. Alors, ça faisait longtemps qu'on souhaitait l'entendre sur ses recherches dans le cadre de patrimonialité, et il va nous parler aujourd'hui de la bande dessinée de presse. La suite de son titre, c'est une patrimonialisation vernaculaire. Benoît, c'est à toi. Tout grand merci, David, pour l'introduction. Je vais essayer de partager mon écran de face. Est-ce que vous voyez Et quelque chose? même tu y es parvenu. Ça Voilà, marche? c'est OK, parti. ah, Oui. super. Et vous voyez, c'est pas le mode présentateur, hein? Non, OK, non, 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 on le voit bien complet, super, ça semble parfait, merci. super. Un tout grand merci, David et Marcella pour l'invitation, déjà, et l'organisation de cette séance, à 2 voix. Je suis très content de me joindre au réseau. J'ai pas pu, assister aussi fréquemment que j'aurais voulu aux séances précédentes, mais je me suis un petit peu rattrapé avec les vidéos YouTube, et je trouve que enfin, tous ces échanges sont extrêmement intéressants, et je suis content de pouvoir un peu participer à la réflexion avec vous aujourd'hui. Et je suis d'autant plus content de partager la séance avec Jean-Mathieu, puisque enfin, ça fait un petit moment qu'on échange sur ces sujets. Il y a des projets en cours qu'il faudrait un jour remettre un petit peu, relancer, mais on n'oublie pas ça. Et en fait, j'espère que l'intervention va dialoguer bien avec plusieurs des enjeux que Jean-Mathieu a déjà soulignés. Ça sera présenté de façon beaucoup plus chaotique et beaucoup moins structurée, mais j'espère que vous arriverez à suivre un petit peu le fil de tout ça. Donc, je vais aussi me pencher sur la bande dessinée aux États-Unis, mais un peu l'autre volet. Donc, s'il y a deux grands volets bande dessinée aux États-Unis, c'est les comic books qui apparaissent dans les années 30, qui sont les fascicules de super-héros auxquels s'est intéressé Jean-Mathieu, et l'autre volet qui est plus ancien, qui sont la bande dessinée dans les journaux quotidiens, donc qui sont un supplément publié de façon quotidienne ou hebdomadaire. Je reviens un petit peu sur cette patrimonialisation. J'aurais voulu en fait axer ça plus sur un historique plus long de la bande dessinée de presse et de sa transmission en général, mais au final, je n'ai pas vraiment réussi à faire ça. Donc, cette présentation sera plus un genre de petite synthèse de ma thèse, avec quelques pistes autour de la construction ou de la fabrication du patrimoine de la bande dessinée au niveau de sa préservation en bibliothèque également. Euh, donc, comme l'a dit David, j'ai réalisé une thèse qui portait sur la patrimonialisation de la bande dessinée dans le contexte du roman graphique américain au tournant du XXIe siècle. Et c'est un exemple, enfin, c'est un corpus, un contexte qui est peut-être particulièrement intéressant à aborder dans le cadre de séminaires patrimonialité et de sa double orientation, parce qu'il n'est pas si sûr si on a ici affaire à un patrimoine littéraire ou à une fabrique littéraire d'un patrimoine qui serait celui de la bande dessinée. Donc oui, ça c'était la thèse. Un excellent exemple de ces questions définitionnelles, qui a d'ailleurs été bien étudié par Jean-Mathieu dans un article sur la réédition de romans gravés. C'est tout ce qui est, voilà, ces romans gravés, novels in woodcuts,
qui est un patrimoine un peu hybride, hein, un genre de littérature illustrée sans texte, qui n'avait pas vraiment de place dans le patrimoine littéraire, dans les canons littéraires reconnus, qui était très connu dans les milieux de la gravure, de l'histoire de l'art, etc., mais qui n'avait pas vraiment de place dans l'histoire littéraire, ni dans l'histoire de la bande dessinée. Et avec l'essor de la forme du graphic novel à partir des années 70 et puis son institutionnalisation dans les années 2000, on trouve des genres de rééditions qui sont exactement des rééditions littéraires d'un patrimoine qui est considéré comme un patrimoine graphique proche de la bande dessinée. Donc, ce volume-ci, c'est un volume des romans gravés de Lindworth dans la collection Library of America, qui est un genre de pléiade américaine. Je dis un genre de pléiade parce que je pense que le public est un chouïa plus populaire. Enfin, il y a moins d'appareils critiques autour des livres que la pléiade, donc ce serait davantage quelque chose proche des quartos Gallimard, mais un petit peu plus luxueux, quoi. Donc un genre de entre-deux entre le quarto et la pléiade. Enfin, ça c'est pour situer. Mais ce qui est intéressant dans l'exemple aussi, c'est que c'est un des seuls volumes qui ne respecte pas l'identité graphique de la maquette des ouvrages. Donc, ce qui est en fait un cas presque standard pour dans le roman graphique américain dans les années 2000. Le design graphique de la couverture est absolument primordial. Et on voit ici que le design, la maquette, est réalisée, ainsi que la direction éditoriale est réalisée par Art Spiegelman, donc enfin, le grand dessinateur phare, enfin, on ne peut plus reconnu aux États-Unis. Et donc, Art Spiegelman, figure de la bande dessinée, vient accompagner la réédition littéraire. En fait, la canonisation d'une figure du passé, je ne vais pas dire du passé de la bande dessinée, parce que si cette œuvre fait partie de l'histoire de la bande dessinée ou pas, reste quelque chose qui est assez débattu, mais le fait que ce soit Spiegelman qui s'occupe de l'édition éditoriale imbue déjà cette connexion entre forme littéraire et bande dessinée. Donc, tout ça est vraiment lié à cette apparition du roman graphique comme catégorie éditoriale dans les années, enfin, vraiment cette consolidation dans les années 2000 qui amène à ce genre de redécouverte et distribuer les cartes. Donc, quand je parle des années 2000 comme un basculement pour la place du roman graphique, je pense à quelque chose, enfin, l'exemple de Chris Ware, de Jimmy Corrigan, de Chris Ware est un excellent exemple parce que son succès sera déterminant pour une intrusion de la bande dessinée dans le marché littéraire. C'est déjà ce qu'évoquait Jean-Mathieu dans ses ballons d'essai de livres pour essayer de s'introduire dans le marché littéraire. En fait, toutes ces tentatives dans les années 60, 70, 80 commencent à se consolider dans les années 90. Dans les années 90, le marché de distribution spécialisée de la bande dessinée en fait, connaît de gros problèmes structurels. Et de ce fait, les éditeurs mainstream vont à la fois se tourner vers les grandes industries culturelles, notamment audiovisuelles, ça c'est Marvel et DC, et les éditeurs alternatifs vont se tourner vers la distribution littéraire. Donc les plus petits éditeurs alternatifs soit vont se tourner vers des distributeurs littéraires ou alors des maisons d'édition littéraires comme Panthéon vont s'aligner sur ce nouveau segment du roman graphique. Donc, dans les années 2000, on a ce basculement de l'édition de la bande dessinée vers le marché littéraire et ce circuit de distribution. Et le roman graphique est vraiment perçu à ce moment-là comme un genre de nouveau genre littéraire. En témoigne ce numéro du New York Times Magazine consacré à une série de dessinateurs phares, Chris Ware, Adrian Tomine, Daniel Klaus, etc., qui sont les dessinateurs que j'étudie dans ma thèse, et qui est accompagné de tout un débat sur la légitimité culturelle de la bande dessinée. Donc, il y a un appel à la littérature qui est fait comme une espèce de marque de distanciation vis-à-vis du reste des bandes dessinées. Donc, c'est à la fois de la bande dessinée, mais ce n'est pas de la bande dessinée. Enfin, il y a toutes sortes d'ambiguïtés. Ce sont des questions qui sont déjà bien connues et assez traitées, donc je ne vais pas tellement revenir là-dessus.
Mais en même temps, de par cette distinction, ces dessinateurs qui sont un peu mis comme génération phare de ce phénomène du roman graphique dans les années 2000, affichent également un intérêt et une fascination particulièrement marquée pour l'histoire de la bande dessinée. Donc, ils sont véritablement impliqués comme diplomates pour toutes sortes d'opérations de patrimonialisation de l'histoire de la bande dessinée entre passion privée et intérêt public. C'est un excellent exemple en fait de ce que de Jean Davalon décrit comme une filiation inversée qui part du présent. Les quelques lignes que j'ai reproduites ici, où il parle notamment de en fait, cette impression de continuité que crée la question du patrimoine est en fait basée sur une rupture avec le passé. En fait, le cas du roman graphique est vraiment un bel exemple de ça, parce que la rupture avec l'histoire de la bande dessinée qu'introduit le roman graphique, en fait, permet la recréation de toutes sortes de nouvelles continuités et de déclarations de filiation qui partent du présent. Donc, dans ma thèse, je m'attachais à décrire les différentes formes de recirculation de bande dessinée du passé, avec une attention particulière pour le caractère matériel et visuel de ces opérations, avec un travail sur différents contextes et différents gestes de transmission de ce patrimoine. Donc, j'étudiais, comme David en fait l'a mentionné, le contexte des expositions où des dessinateurs de bande dessinée présentent leur version de l'histoire de la bande dessinée. Donc, ils investissent en fait des musées de la bande dessinée qui ont été fondés dans les années 90. Il n'y a pas tellement de cas de genre d'exposition, mais on en retrace quelques-uns, et ils présentent une version d'une histoire, une forme d'histoire singulière, ou un regard singulier porté sur ce patrimoine. Il y a aussi tout le champ des rééditions hein, qui fait suite à ce que Jean-Mathieu décrivait, qui est vraiment ces rééditions en fait esthétiques, axées sur certains auteurs, qui sont vraiment plus alignés sur les standards, on va dire, littéraires ou d'histoire de l'art, par différents éditeurs, à la fois des éditeurs de bande dessinée et des éditeurs plus de beaux livres comme Abrams. Et souvent, ces rééditions sont accompagnées par des dessinateurs contemporains qui permettent de faire un lien entre passé et présent. Donc, au milieu du slide, on voit une couverture de Crazy Enigmats, qui est une réédition du Crazy Cat de George Herriman, grande série très connue aux États-Unis, et qui est ici remise en page par Chris Ware d'une façon qui est très reconnaissable aussi. On reconnaît que la maquette du livre est une maquette typiquement Chris Ware, tout en faisant hommage à différents éléments du style graphique de George Herriman. Il y a aussi, au contraire des rééditions de Marvel qui cachent au maximum les auteurs, ici on a des rééditions qui, au contraire, magnifient le travail des auteurs, des fois en réduisant aussi toutes sortes d'autres interventions, de collaborations, d'éditorialisation. Donc, toutes les rééditions de bande dessinée de presse s'attachent très fort à l'aura de certains dessinateurs, tout en minimisant, par exemple, le rôle des éditeurs de journaux qui s'occupaient et qui avaient souvent un rôle assez déterminant dans la vie de ces séries, dans la vie quotidienne de ces séries. Dans ma thèse, j'étudiais aussi toutes sortes d'exemples d'emprunts et de citations qui sont des formes de patrimonialisation beaucoup plus discrètes et moins identifiables, mais qui reposent sur un genre de connivence avec le lecteur. Donc, pas tout le monde ne reconnaît ici la référence de Chris Ware à Notipit, mais les lecteurs ou les lectrices qui reconnaissent la référence sont impliqués dans un genre de communauté de lecteurs, dans un partage d'un savoir sur l'histoire de la bande dessinée. Donc, à travers ces différentes opérations, je cherchais vraiment à porter attention sur différents gestes d'appropriation, de manipulation et de transformation graphique. Donc, pour moi, j'essaie vraiment de comprendre la patrimonialisation comme une manière d'engager la bande dessinée comme une culture avant tout graphique, comme une culture visuelle, et de comprendre le rôle du dessin
dans ce processus. Ça touche aussi au statut particulier de la bande dessinée, qui est à la fois issu des technologies de reproduction mécanique, mais qui en même temps produit d'un travail manuel, et donc qui présente un dessin qui porte la trace de son inscription. Donc c'est une situation d'un objet culturel où la question de l'authenticité et l'originalité est moins importante que celle de la reproduction de la série et de la copie, et pourtant où la prise en compte du support matériel, de la conception de l'œuvre est aussi souvent déterminante. Donc pour rappeler un peu les catégories de Goodman, autographie, enfin art autographique, art allographique, donc certains arts où la distinction entre copie et original n'aurait pas d'incidence, et d'autres où elle aurait bien une incidence. La bande dessinée est un peu dans un genre d'entre-deux. On a toutes sortes de formes de reproduction et de redéploiement, de réarticulation du propos, enfin des cases, mais en même temps, l'intervention ne peut jamais être trop profonde pour... Enfin, c'est un entre-deux assez étrange, et ce qui fait que la bande dessinée est aussi toujours une collection d'images, ce qui fait qu'elle se prête bien à la fragmentation et à la recirculation d'images mémorables sous la forme de ce qu'on pourrait appeler une forme de canonisation métonymique, hein, donc, pour rappeler une expression d'Antoine Compagnon. Donc, très souvent, dans les pratiques de valorisation du patrimoine de la bande dessinée, on va sélectionner des images prégnantes qui font l'objet de recirculation, de réimpression, enfin, même tout ce qui est sérigraphie, objets dérivés, etc., se base vraiment sur cette sélection d'images particulières. Ici, j'ai ajouté quelques dessins tirés des carnets de Chris Ware, où on le voit redessiner des pages de Franklin, dans le but en fait d'entraîner sa main aussi à la création de toutes sortes de séries de maquettes et de design dans le cadre d'une réédition patrimoniale des œuvres du dessinateur américain. Donc ça, c'était pour présenter très rapidement en fait les objectifs principaux de ma thèse. Je vais entamer un deuxième volet de ma présentation qui touche plutôt à la bande dessinée de presse même pour le coup, et à la constitution de la bande dessinée dans le journal comme un patrimoine dans lequel puiser. Donc toutes ces opérations de patrimonialisation en fait demandent aussi de s'appuyer sur des archives existantes. Elles dépendent de la disponibilité d'un passé, des restes et des traces matérielles qui sont là. Et l'étude de la patrimonialisation, qui est quelque chose qui se fait depuis le présent, est aussi tributaire des actions du passé. Donc on ne peut pas patrimonialiser quelque chose qui a complètement disparu. On sait que toute une partie de l'histoire de la bande dessinée de presse a matériellement disparu pour ce qui est des publications de journaux quotidiens extrêmement petits ou rares. Il y a tout un segment du passé de la bande dessinée qu'on ne sait pas vraiment quantifier, mais dont on sait que l'accès est très difficile. Donc en fait, toute cette redécouverte du patrimoine de la bande dessinée de presse par ses auteurs et éditeurs, etc., dans les années 2000, s'appuie à la fois sur un rejet du comics de Marvel, de DC. Donc c'est un peu aussi, on redécouvre la bande dessinée de presse comme un genre de passé alternatif à la bande dessinée qui est la bande dessinée dominante dans les années 90, on va dire. Et cette redécouverte s'appuie en fait sur des initiatives plus anciennes dans les années 1960 et 1970 pour consolider un patrimoine de la bande dessinée dans le journal. Je ne sais plus pourquoi est-ce que j'avais ce slide ici, ce n'est pas normal. Donc si je reviens sur cet exemple d'emprunt de Chris Ware, donc si je dis que cette citation va être reconnue par différents lecteurs, en fait, c'est parce que il reproduit donc la mise en page d'une planche parue dans la presse en 1913, une planche de Charles Forbel,
et qui est elle-même reproduite dans les années 70 dans une anthologie de la Smithsonian, qui est une grande institution du patrimoine américain, et qui est une anthologie qui sera publiée à de très nombreux exemplaires. Je n'ai pas les chiffres, j'ai oublié de noter les chiffres quelque part, mais le succès est très grand, notamment par les ventes en correspondance. Donc, l'ouvrage est publicité dans la revue du Smithsonian et l'anthologie aura circulé, même malgré son prix assez conséquent, elle sera circulée très largement, notamment comme un cadeau fait aux enfants, comme un volume de bibliothèque, etc. Tous les lecteurs de cette génération connaissent plus ou moins les planches qui sont reproduites dedans. Donc pour tous les lecteurs qui connaissent l'anthologie, reconnaîtront immédiatement la citation graphique de Chris Ware, qui a lui-même été formé par la lecture de cette anthologie, qui a en fait découvert ce patrimoine de la presse via cette anthologie de la Smithsonian, qui est publiée quand il doit avoir 12-13 ans. Et donc, voici la comparaison entre la reproduction dans l'anthologie et dans le journal. En fait, cette anthologie, donc voici la couverture, elle est éditée par Bill Blackbeard, qui est un collectionneur américain qui va fonder une entreprise de sauvetage du patrimoine de la bande dessinée dans le journal dans les années 60, enfin à la fin des années 60 et au début des années 70, qui est un moment un peu clé pour la constitution de ce patrimoine. En fait, Bill Blackbeard cherche à écrire une histoire de la bande dessinée de presse dans les années 60 et se rendre compte qu'en visitant différentes bibliothèques publiques à San Francisco, il se rend compte que les bibliothèques publiques sont en train de verser leur fonds de volumes de quotidien sur microfilm, enfin de faire photographier et passer leur collection de journaux en microfilm et se débarrasse des volumes papier. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va contacter cette bibliothèque pour récupérer tous, mes images ne sont pas trop dans l'ordre, mais il va y avoir un peu d'aller-retour. Donc, il va fonder en fait une association non-profit pour pouvoir récupérer les volumes de différentes bibliothèques publiques et assembler ainsi tout un fonds de volumes papier, de quotidiens de journaux, pour pouvoir en extraire un peu une grande archive de la bande dessinée de presse. Il faut savoir que donc oui, désolé, je me suis un petit peu perdu dans mes slides. Donc quand les bibliothèques passent au microfilm, elles se débarrassent en fait des volumes papier par gain de place parce que les volumes sont assez conséquents à stocker. Mais aussi par une réorganisation un petit peu sociale de la bibliothèque pour éviter, enfin, ça change aussi la relation au support du journal. L'intervention est aussi on perd le sens d'échelle une fois que le support du journal est passé en microfilm. On perd un peu l'impression d'échelle du journal, on perd les couleurs. Et donc, il y a vraiment l'entreprise de Bill Blackbeard pour sauver ce patrimoine de la bande dessinée dans le journal est vraiment basée sur cette différence avec une consultation du microfilm qui ne permet pas de vraiment apprécier le contenu culturel du début du XXe siècle. Donc, il écrit une lettre à William Hearst, qui est ce grand magnat de la presse américain, enfin, qui est en fait le fils du grand magnat, mais qui gère toujours les affaires familiales, et lui dit ainsi les fichiers originaux, massifs et encombrants, qui sont aujourd'hui quotidiennement détruits,
reste la seule trace de l'aspect physique, visuel et tactile des journaux au cours des années. La seule démonstration des mises en page colorées et toujours inventives qu'on trouve dans les éditions du Dimanche ou l'édition spéciale depuis les années 1890, et la dernière compilation des variantes d'édition qui reflètent de manière aussi parlante que passionnante le rythme des nouvelles et des décisions éditoriales d'heure en heure chaque jour. Pour moi, ce n'est pas seulement ce papier pulp qui s'en va à la poubelle quand un recueil de journaux est détruit, mais bien le journal lui-même qui est mis à mort. Donc, il y a un peu un plaidoyer contre le microfilm. Il écrit aussi à Hearst en fait, pour solliciter ces fonds. Il cherche à obtenir aussi des potentielles archives de Hearst pour en fait, compléter son fonds personnel. Donc là, il faut un peu comprendre le fonctionnement, on va dire, légal ou financier de son association. En fondant une association non-profit, il permet aussi à toutes sortes de personnes de lui faire des donations que les personnes peuvent déduire fiscalement. Donc, un des grands arguments qu'il présente à Hearst, c'est envoyez-moi votre... En fait, à la fois, il y a l'argument ceci est une grande perte d'un patrimoine culturel, le microfilm ne peut pas pallier à toutes sortes d'éléments d'information du journal qui sont cruciales dans la préservation du support papier. Mais aussi, c'est un énorme avantage fiscal en me donnant, en fait, en me versant ces volumes de journaux plutôt qu'en simplement les mettant à la poubelle, vous faites aussi un gain monétaire. Je n'ai pas de trace après de ce qui est arrivé avec la donation ou pas de Hearst, mais il y a cette espèce de démarchage qui est aussi qui repose en fait sur à la fois une pratique d'évaluation de la valeur commerciale de ces recueils et de leur avantage comme déduction fiscale pour certains acteurs, certains collectionneurs, etc. Tout ça pour dire aussi que Blackbeard en fait, va se présenter comme un genre de sauveteur du patrimoine d'une bande dessinée imprimée dans le journal, qui procède aussi sur une opération de sélection. Donc, il reçoit tous ces recueils, tous ces gros volumes de journaux, mais il va conserver certains recueils de volumes, certains volumes complets, mais d'autres volumes qu'il reçoit quand il a des doublons, il va en fait les dézinguer, quoi. Il va retirer comment est-ce qu'on dit, il retire le dos et puis il va sélectionner seulement les pages de bande dessinée et il va créer toutes sortes de dossiers basés sur des séries de bandes dessinées populaires. Donc, son but principal, au-delà du sauvetage de certaines archives du journal en tant qu'objet complet, donc dans toutes ces rubriques, il y a aussi un processus de sélection des suppléments de bande dessinée qui va découper et organiser en toutes sortes de séries, donc en s'appuyant sur un peu la segmentation en fait, de cet objet culturel en série, fixé sur des personnages, qui est un peu le modèle dominant à partir des années 1920. Et il va reconstituer toutes sortes de séries qu'il va après utiliser pour alimenter des pratiques de réédition dans les années 1970 et 1980. Donc, en constituant cette archive, ce n'est pas seulement la vocation de pallier à un défaut de la bibliothèque publique ou ce qu'il perçoit comme un défaut de la bibliothèque publique, mais aussi d'intervenir dans le secteur éditorial en alimentant directement des entreprises de réédition qui servent encore jusqu'à aujourd'hui. Certaines pratiques de réédition utilisent sa collection qui est maintenant, en fait, qu'il a versé, qui a été rachetée par l'université d'Ohio dans les années, à la fin des années 1990. En fait, en faisant ça aussi, en découpant ces journaux, il s'inscrit aussi dans une tradition plus longue, et ce qui pointerait plus vers ce que je voulais appeler une patrimonialisation vernaculaire, c'est cette pratique du scrapbook. Donc, de nombreux lecteurs
de journaux collectionnait déjà des séries complètes en découpant dans la presse la série et en compilant tous les épisodes dans de grands albums. Ici, c'est plus de 10 ans de Mutt and Jeff qui sont réunis dans un espèce d'énorme album. Et ce genre d'objet, c'est extrêmement fréquent d'avoir des collections en fait, de séries, qui sont des collections assemblées par des lecteurs très souvent anonymes, rarement signés, mais qui opèrent aussi une forme de préservation d'un patrimoine qui, à l'époque, n'était pas nécessairement valorisé de cette manière, qui n'était pas conservé par ces acteurs. Ça, c'était un point. Et le deuxième point, c'est que pour pointer aussi un peu une certaine aporie de la pensée de Blackbeard, donc Blackbeard a une certaine compréhension de l'histoire de la bande dessinée qui est très axée sur des grandes séries, des grands titres, mais qui laisse aussi toutes des formes plus hybrides du quotidien qui ne paraissent pas forcément dans le supplément du journal et qui sont un petit peu invisibilisées par cet acte de sélection dans la constitution d'une archive de la bande dessinée de presse. Et ça a fait l'objet en fait d'un travail d'Eddie Campbell, qui est aussi un dessinateur, qui a consacré tout un livre sur la bande dessinée de sport dans les années fin du 19e siècle et début du 19e siècle, et qui est une bande dessinée qui paraît dans une rubrique qui n'est pas encore une rubrique supplément bande dessinée, qui est donc dans la rubrique sport ou dans les pages sport de journaux qui sont souvent des journaux plus locaux, donc qui n'ont pas encore vocation, ce sont des bandes dessinées qui n'ont pas encore vocation à être distribuées partout dans les États-Unis, mais qui doivent être lues dans certains États, ici surtout sur la côte ouest. Et en fait, Eddie Campbell, pour trouver tout ce matériel graphique, n'a pas pu utiliser la collection assemblée par Bill Blackbeard, qui est assez parcellaire sur ces objets, mais un peu par ironie du sort, il a justement dû compulser énormément de microfilms, qui sont la seule archive existante. Donc, il n'y a plus de collection papier pour ces journaux-là, ou pour certains, en tout cas pas pour tous ces journaux-là. Et donc, sur base des microfilms qu'il a ensuite nettoyés et redessiné, il fait un espèce de livre qui est à la moitié entre édition et moitié entre livre, en fait, étude historique de cette rubrique de la bande dessinée du sport sur la côte ouest. Et donc, on voit un peu comment ça met en perspective ces oublis dans la constitution du patrimoine de la bande dessinée. Et je m'arrête là-dessus. Je m'excuse pour la deuxième partie qui était très confuse, mais j'espère que c'était plus ou moins compréhensible. Et je peux répondre à vos questions si ça ne l'était pas. Merci beaucoup Benoît. J'ai oublié de préciser que tu étais probablement une des personnes les plus modestes que je connaisse, surtout cette espèce de contraste toujours étonnant quand je t'écoute entre la qualité remarquable de ce que tu présentes et tes excuses. Voilà, c'était vraiment super et passionnant. Donc voilà, c'était une manière de te faire rougir le temps de laisser aux gens l'occasion de lever leurs mains pour poser des questions, intervenir, faire des remarques éventuelles. Alors, qui veut se jeter à l'eau? Je voulais juste signaler, comme Sylvain est là, que la deuxième partie en fait, est basée sur un article qui paraîtra dans un numéro qui dirige à Société et Représentation sur histoire et bande dessinée. Ok. Destiné à paraître quand à peu près? Je laisserai Sylvain répondre. Fin du printemps 2022. D'accord. Fin mai, début juin. Voilà. Vous nous informerez de la parution quand ce sera le cas, juste un petit mail, comme ça on peut le lister dans la biblio du site du réseau, voilà, tout simplement. Ok, volontiers. Merci. Merci. Alors, j'aurais peut-être je retourne à mes notes. Oui,
j'étais assez frappé de constater, et du coup, j'aimerais bien t'entendre peut-être un peu plus là-dessus, si tu es en mesure de nous dire des choses sur l'accompagnement dans certaines des publications que tu as montrées d'œuvres anciennes, disons, voilà, de comics anciens, par des contemporains, des auteurs de comics contemporains. Il y avait Chris Ware, mais il me semble qu'il y en avait l'un ou l'autre autre. Et je n'ai pas pu m'empêcher de faire le lien, Benoît, avec un des volets sur lesquels je travaille au niveau de l'exposition de la littérature, à savoir les expositions qui sont confiées à des commissaires qui sont des écrivains. Moi, je m'intéresse aux écrivains, mais enfin, ça concerne à peu près tous les artistes contemporains qu'on invite à concevoir des expositions en tant que commissaire, des expositions à vocation, disons, patrimoniale. Et voilà, je me dis là, il y a un cadre intéressant pour vraiment avoir un processus de patrimonialisation, mais qui a une valeur ajoutée, sans quoi les musées ne feraient pas ça. Et donc ici, j'imagine que les éditeurs ont le même type de démarche. Et je me demande si ça a la même signification que celle que j'ai pu observer concernant ce type d'expo, à savoir que ça consiste finalement à dire ce patrimoine-là n'est pas un patrimoine mort, ça ne fait pas seulement partie de notre passé, c'est un patrimoine encore vivant. La preuve, il est à la source, disons, ou aux racines de la création contemporaine. La preuve, regardez ce qu'un tel fait avec c'est-à-dire, on n'attend pas de ce type de démarche qu'elles en restent je dirais, à quelque chose de un peu neutrement documentaire. On attend aussi que la démarche qui est entreprise soit une démarche peu ou prou, disons, créative, pour utiliser des sabots un peu lourdingues. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Donc, je me demande un peu comment ça se passe, quel est le discours d'accompagnement de ce type d'opération, là, en l'occurrence éditoriale. Tout à fait, en Mais fait, aussi, vraiment. probablement, il y a quelque chose d'assez curatorial dans ce que je vois de ce que Chris Ware avait l'air de faire aussi. Tout à fait, oui. Oui. Alors, ça dépend en fait du niveau d'investissement. Ça va un petit peu de la préface. C'est très souvent qu'on demande à des designers contemporains d'écrire une préface, un peu sur le même modèle, je pense, que dans le monde littéraire, en fait, où la préface n'est qu'un appel publicitaire. Enfin, pas que ça Absolument, n'est toujours ça, il mais s'agit de brandir un nom, hein, quand même. exactement. Et là, c'est vraiment le cas, y compris. Bon, pas y compris, évidemment, demander un travail de maquette demande à la fois que l'auteur accepte, ça demande beaucoup plus de travail que d'écrire une préface. Enfin, pas Oui, forcément, on peut on est mettre dans la beaucoup de logique de travail. la commande. On est dans la logique Exactement. de la commande, et donc je ne sais pas d'un point de vue économique exactement comment ça se passe, mais enfin, le mode de rémunération est tout de même sensiblement différent Mhm. j'écris un roman et je l'amène à mon éditeur, quoi, je crois. Oui, oui, tout à Je fait. sais pas Oui, s'ils sont oui, payés oui. plus ou moins, mais Oui, oui, c'est vraiment un travail de commande. Je pense que c'est aussi une partie de l'intérêt à faire ce genre de travail. Après, il y a vraiment une différence en fait entre les années 2000 et la situation actuelle où ce genre de mise en écrin n'est pas forcément jugé aussi important. Donc, les auteurs qui faisaient beaucoup ça, notamment Chris Ware, a complètement enfin, arrêté de faire ça en dehors des deux séries, de la série de Walt and Skizix qui est la série des œuvres de Frank King qui rééditait, mais qui en fait est en train de piétiner un petit peu parce que une des contraintes et que je n'ai pas eu le temps d'évoquer, mais que je voulais évoquer, c'est que ces séries qui sont rééditées sont des séries gigantesques qui couvrent souvent, Crazy Cat par exemple, c'est 20 années, un peu plus de 20 années de strips hebdomadaires, enfin de planches hebdomadaires. Frank King, ça commence en 1916 et le strip s'est arrêté il y a quelques années, repris par différents auteurs, et Frank King l'a fait jusque dans les années 50 ou 60, je ne sais plus exactement. Mais donc, ça n'est pas réédité, même les œuvres complètes d'un écrivain. Je ne sais pas si en termes de volume, ils sont aussi grands. Peut-être c'est un peu plus compressable l'écrit, évidemment, que le dessin, mais il y a en fait
il y a une espèce de corpus qui est gigantesque et qui résiste un petit peu à la mise en livre aussi. Donc, ce n'est pas des œuvres qui ont été faites pour être mises en livre, qui se lisent aussi difficilement, hein. Je veux dire, c'est des gros blocs. En fait, généralement, ça marchait bien. Les 3 premiers numéros marchent bien. Et puis après, les éditeurs se resserrent sur un petit public euh, de connaisseurs qui continueront d'acheter ces volumes. Ça se voit très fort. Il y a aussi un problème très bête, j'imagine, quand tu parles de volume, hein, excuse-moi de t'interrompre, mais c'est simplement qu'au bout d'un moment, les gens, ils n'ont plus de place dans leur bibliothèque. Mhm. Oui, tout à fait, c'est ça, oui. Et on le voit très bien avec les prix montent, en fait. Par exemple, pour la série de Gasolinali, à partir du 4 ou 5e volume, les prix ont quasiment doublé par rapport au premier volume. Et enfin, les éditeurs aussi, les dates de parution sont sans cesse repoussées, donc des volumes qui sont censés paraître sont toujours repoussés. Donc, on voit bien que ce n'est plus du tout on va dire une priorité. Mais peut-être la différence avec... Je pense qu'il y a vraiment eu un moment dans les années 2000, on va dire les années 2000, en fait, ça commence vers 2003, 2004, et jusqu'à la moitié des années 2010, où il y a vraiment cette tentative de faire des rééditions patrimoniales qui sont presque sur un même pied d'égalité que les romans graphiques qui sont publiés, quoi. Donc, notamment, les rééditions de Crazy Cat sont assez parlantes à ce niveau-là parce que toutes les mises en page sont accompagnées de blurbs qui sont tirés des recensions précédentes et de recensions dans des publications Publishers Weekly, enfin, des grands titres de presse qui sont des titres d'influence, qui ne sont pas des titres que de magazines de bande dessinée, mais vraiment des titres aussi influents dans le monde littéraire. Et donc, il y a vraiment une volonté que ces rééditions à la fois marchent dans le marché littéraire et qui sont accompagnés par ces dessinateurs qui donnent vraiment une maquette qui est aussi une signature graphique. Donc, il y a vraiment, je pense que la plupart des gens qui ont lu, en fait, Gasolinali a aussi été réédité il n'y a pas longtemps par un éditeur strasbourgeois 2024. Et là, il y a le même type de dispositif où donc Chris Ware n'est pas impliqué dans le design de la maquette, mais on traduit une de ses préfaces ou quelque chose comme ça. Et dans l'accompagnement en fait, du succès de ce titre, c'est toujours si vous lisez Chris Ware, vous aimerez bien ça. Enfin, je résume un petit peu, mais c'est très souvent quand même la logique. Après, ça mène à beaucoup plus de débats sur des séries qui sont beaucoup plus connues, au contraire de Gasolinali. Gasolinali, c'est vraiment un cas à part parce que c'était une série, on va dire, extrêmement populaire au milieu, enfin, quand ça paraissait, vraiment un des plus grands succès dans la presse. Et puis, ça sera presque oublié par les fans et par les lecteurs à la moitié du XXe siècle, pour être maintenant mis sur le même pied que Little Nemo et Crazy Cat, alors que Little Nemo et Crazy Cat sont des séries qui avaient été rééditées tout au long de leur histoire, même de façon assez fragmentaire. Il y a toujours eu des initiatives de canonisation, c'était des séries beaucoup plus connues. Gasolinali a vraiment un rôle un petit peu spécial, mais ce que je voulais dire par rapport à ça, pour revenir au point précédent, c'est que ce genre d'habillage par un dessinateur connu marche moins bien sur des séries plus récentes et plus populaires comme les Peanuts, Snoopy, où là, il y a une réédition qui a une maquette qui est faite par Seth, un dessinateur canadien, qui met l'accent pas sur le Snoopy drôle, joyeux, mais sur un espèce de Snoopy mélancolique avec des couleurs très sombres. Tous les personnages tirent la gueule sur les couvertures, etc. Ou presque, j'exagère. Et il y a un peu, dans la réception de ce genre de traitement, ça a mené à beaucoup de discussions sur est-ce que c'est vraiment ça l'esprit de Peanuts, parce que c'est une bande dessinée que les gens connaissent encore, qui a été énormément, enfin, qui a un merchandising hyper impressionnant et qui est plus familière des lecteurs contemporains. Donc, c'est cette espèce de, oui, de valeur enfin d'accompagnement graphique, ça marche bien sur vraiment des séries, sur des redécouvertes, quoi.
Oui, après, j'imagine que ça dépend un peu de ce qu'on en fait. Ici, il y a aussi le côté, je dirais, basculement du côté obscur de l'humeur, quoi, tu vois, et Mhm. qui probablement doit un peu rebuter certains, parce que je les ai pas lus, mais dans le même, enfin, je sais pas si c'est comparable en fait, tu me diras si c'est pas le cas, mais j'ai vu qu'il y avait de nouveaux albums de Lucky Luke faits par je sais plus qui. Le dessin est tellement différent et apparemment la nature des histoires aussi je dirais du Lucky Luke de la grande époque, qu'il y en a certains pour qui ça passe très très bien, il y en a d'autres de personnes qui les ont lus, moi je les ai même pas ouverts, j'ai vu les couvertures, qui ont un rejet, je dirais viscéral quoi, tu vois? Mhm. J'imagine que c'est en raison du même type de phénomène. C'est pas seulement parce qu'il n'y a pas encore le côté vintage, vraiment vintage qui est apparu, et que des gens ont connu mais ça tient aussi à la nature de la transformation Mhm. qui peut être opérée, je suppose, mais c'est Mhm. peut-être idiot ce que je dis. Non, non, tout à fait. Enfin, je pense, en fait, ça retombe sur des questions de continuité qui sont pas tout à fait les mêmes que chez Marvel, mais c'est des questions proches, en fait, qui touchent, dès qu'on a une série, on a affaire à ce genre de problème. Il y a une question que je me posais vraiment dans le prolongement de celle-ci et après je repasse la balle aux autres, si des questions se posaient, mais est-ce que tu observes aussi, et qu'est-ce que tu dirais le fait que certains écrivains soient, donc je reviens à mon histoire d'écrivain commissaire, soient sollicités par des musées pour ce type d'exposition. Bon, il y a évidemment la même opération je dirais, de captation de notoriété à des fins voilà, faire fructifier du capital symbolique, disons. Mhm. Mais est-ce que, et dans quelle mesure, parce que là, je suis moins au clair avec cette question-là pour les écrivains, dans quelle mesure est-ce que le fait d'être sollicité pour, en quelque sorte, apposer son sceau et sa signature à une opération de patrimonialisation, n'a pas pour effet de faire rentrer par la bande les personnes sollicitées dans la sphère du patrimoine aussi. C'est-à-dire qu'on ne solliciterait, dans certains cas de figure au moins, ces auteurs-là que parce qu'on considère que… Parce qu'il y a aussi un bénéfice pour ces gens-là à être sollicités de cette façon-là. C'est une reconnaissance de la valeur de leur travail. Et pour Chris Ware, bon, bah, il est toujours opérationnel, mais enfin, on peut déjà considérer que il a à peu près ses 2 pieds plantés dans le patrimoine là. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Oui, je pense qu'il y a un petit peu de ça. Je pense que souvent, en fait, le capital symbolique des dessinateurs qui vont emballer les bandes dessinées est, est plus grand que celui de ceux qui emballent, on va dire. Donc, ils n'ont pas besoin, en fait, d'avoir ce rôle-là euh, pour pouvoir avoir enfin, gagner un accès d'entrée dans le musée. Mais c'est quand même euh, oui, je pense que c'est peut-être une dynamique différente, mais évidemment, ça joue de leur propre canonisation. Enfin, ça, ça, ça affirme en fait leur statut d'influence culturelle Oui, et de prescripteur. oui, oui, ça fait, enfin, il me semble. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou remarques, sinon j'en ai encore au moins une. Euh, oui. euh, Est-ce que dans certains… Ah non, Jean-Mathieu, vas-y, Non, je non, te… enfin, je ne veux pas te couper, hein, si tu avais une Non, non, question. non, non, c'était vraiment pour partir sur autre chose, donc autant que tu y ailles, vas-y. Moi, c'était pour. Merci Benoît. Alors, il y a une partie des choses que tu disais que je connaissais pour t'avoir lu par ailleurs, mais aussi, là, ça fait bien les avoir en un bloc et représentés comme ça oralement. Ça fait toujours surgir de nouvelles choses. Moi, là, c'est plus une remarque que vraiment une question, mais ce que tu montrais, ça pointait un des effets, et en l'occurrence, les biais d'une patrimonialisation distinctive. Je trouve que tu l'as bien montré, hein, comment il y a des enjeux pour une partie des auteurs de cette patrimonialisation, que ce soit des collectionneurs ou des auteurs. Il y a des enjeux de distinction individuelle, et ça fait peut-être un peu écho à ce qu'on disait à l'instant sur le statut symbolique. Et comment ça produit des biais, quoi. Finalement, on va dire, on va compléter les lacunes de l'histoire de la bande dessinée en allant piocher là où les autres n'ont pas pioché, ou là ce que les fans ne voyaient plus parce qu'ils s'intéressent que aux super-héros. Mais en même temps, en faisant ça, on reproduit d'autres lacunes ou d'autres biais
on regarde que ce qui est vraiment identifié comme bande dessinée dans les sections comics des journaux, parce que l'exemple que tu donnais sur Campbell, ou alors on laisse complètement tomber tout ce qui va être le comic book et Marvel, quoi, finalement. On voit bien là, ces espèces de lacunes qui se répondent, en fait. Les lacunes des uns sont les points centraux des autres et inversement. Et quand tu disais, là, je crois que ça va bien ressortir ces enjeux distinctifs de la pratique même de patrimonialisation, en fait. Et comment ça dessine des contours différents de patrimoine, en fait. Je ne sais pas si je le dis clairement comme ça, mais voilà, c'était en t'entendant, ça faisait ressortir ça, et je trouve que c'est instructif de t'écouter là-dessus. Non, mais tout à fait. Enfin, je trouve que c'est vraiment complémentaire d'une certaine manière, tant ça montre que c'est deux manières de patrimonialiser qui sont extrêmement différentes. Après, je pense dans les pratiques, il y a aussi des différences qu'il faudrait détailler. Donc, quand on expose la bande dessinée, enfin, tu le sais très bien, quand on expose la bande dessinée au musée, etc., ça amène aussi toute une série de questions qui sont un petit peu différentes, mais on est quand même, globalement parlant, dans une logique de distinction vis-à-vis d'un certain héritage. Disons que la bande dessinée de presse est aussi en fait une forme culturelle qui est plus facile à invoquer parce qu'elle est plus alignée sur les conditions de travail ou sur les manières dont les dessinateurs contemporains travaillent. Donc, dans le dessin, dans la bande dessinée de presse, le dessinateur a déjà un statut auctoriel qui est plus fort que dans le comic book. Donc, ce n'est pas du travail collaboratif, mais il y a vraiment des auteurs qui, à l'époque, déjà avaient un statut d'auteur. Et je pense que c'est aussi pour ça que ces dessinateurs se tournent vers ces dessinateurs-là. Et voilà. je ne sais plus si il me semble que je devais dire autre chose, mais c'est pas... Pardon, voilà, je ne parvenais pas à rattraper mon micro. Je me demandais si tu as une idée. Certaines planches me faisaient penser à... au fond, on rentre un peu dans les coulisses voilà, tu parlais je pense à la page de Chris Ware qui a l'air de répéter pour s'exercer, je ne sais plus quoi là. Pardon, je n'ai pas retenu parce que j'étais en train de prendre note et qu'en prenant note, du coup, je ne regardais pas bien bref. Mais ça me faisait un peu penser aux collections de monographies illustrées sur lesquelles on a bossé avec Marcella et Mathilde notamment, où au fond, le fait de rentrer dans les coulisses de la création ou de nous donner l'impression d'y rentrer a aussi un effet patrimonialisant assez net, je crois, mais je ne suis pas certain exactement de comprendre complètement pourquoi, si ce n'est peut-être par le biais du fait de montrer, mais évidemment en reproduction nécessairement, puisqu'il y a plein de volumes, des éléments, des pièces uniques en quelque sorte, des éléments matériels qui ne sont pas au départ duplicables et dupliqués et qui rapprochent dans certains cas ces ouvrages de catalogue d'exposition en fait, ou qui en font des expositions montées en livre en quelque sorte. Donc, je ne sais pas si tu as un point de vue là-dessus, des remarques particulières, parce que tu disais des choses que je trouvais intéressantes et qui recoupaient, mais en étant un petit peu spécifiques au monde des comics, ce qu'on a pu nous observer dans un autre contexte. Non, mais tout à fait. Je pense que c'est peut-être les rééditions de ces années-là, enfin, à partir des années 2000, en fait, aussi par la démocratisation des moyens d'impression et par les technologies numériques qui facilitent ce genre de reproduction de facsimilés, d'objets dans différentes qualités, mais aussi, pas que, en fait, toutes ces rééditions-là ont vraiment mettre l'accent sur la matérialité de ces objets. Donc, il y a vraiment un truc presque collectionneur où ils veulent donner un peu les objets dans leur jus historique, dans leur matérialité, dans la fragilité de leur matérialité aussi. Je pense qu'il y a souvent un peu une mise en scène, y compris dans certaines anthologies de Dan Nedel qui s'appelle Art Out of Time, comme Jean-Mathieu a aussi étudié, où le but est un peu de vraiment là redécouvrir un patrimoine complètement oublié.
d'aller chercher les curiosités, etc. Et là, on va jouer à fond sur le côté papier jauni, on va saturer très fort les couleurs. Donc, il y a un peu une mise en scène par la reproduction de la matérialité de ces documents. Tu parles de quelle période là? Parce que les bouquins des années 2000, mais qui réimpriment. Ok, oui. C'est vraiment une choses. tendance qu'on observe aussi dans les catalogues d'expo en particulier, relatifs à la littérature. Avant, tu montrais un manuscrit, tu n'en avais à peu près rien à foutre, c'était l'écriture qui comptait. Et à la limite, le caractère de la page, tout était abrasé, blanchi, passé à l'eau de Javel. Et aujourd'hui, il faut absolument montrer le moindre poil de page qui sort, quoi. Non, c'est complètement pareil. Évidemment, oui, c'est aussi une forme. Il y a aussi un autre exemple qui est un peu entre les deux, qui est intéressant, c'est tous les bouquins de Chip Kidd, qui est en fait ce directeur éditorial chez Panthéon, qui va lancer la collection de romans graphiques, qui est par ailleurs un grand fan de Batman, et qui va faire plusieurs bouquins chez Panthéon qui sont dédiés à la fois aux Peanuts, à Snoopy, et à Batman, où il les approche vraiment via l'angle jouets, merchandising, etc. Et en fait, il va travailler en collaboration avec un photographe, Geoff Spare, qui est un photographe qui va vraiment travailler la technique de reproduction photographique de ces objets. Donc, par l'éclairage, par une certaine technique d'éclairage, pour vraiment avoir, en fait, mettre en valeur au mieux le côté presque haptique en fait, de ces objets-là. Et ces bouquins sont un peu des genres coffee table books, mais remplis et qui sont du coup assez différents des rééditions qui viendront un petit peu plus tard. Donc ça, c'est des bouquins qui sont faits au début des années 2000. Et un peu plus tard, il y a ces rééditions de séries complètes qui reprennent tous les épisodes de façon systématique et au final sont quand même axés sur du récit, même avec souvent beaucoup d'ajouts, de dossiers, d'archives, etc. Chez Chip Kidd, il y a vraiment un genre de truc, une mise en page qui est très chaotique, très chargée, très pop culture au final, et qui met en valeur, en fait, c'est vraiment une célébration de la culture commerciale autour de ces bandes dessinées. Jean-Mathieu, vas-y. C'est juste pour rebondir là-dessus, sur ces traces de la matérialité là, des œuvres, et donc de l'âge de l'objet, de sa fragilité, de son parcours, de sa rareté, etc. C'est aussi un bon indicateur du public visé par la réédition. C'est un peu ce que tu disais à l'instant, Benoît, juste à la fin. Et là, moi, je pense à des exemples de réédition chez Fantagraphics, donc un éditeur alternatif américain, qui a fait des rééditions comme ça qui laissent les traces de l'âge et de l'usure des comics réédités, mais qui, par ailleurs, a aussi fait des collections qui visent à nettoyer les pages, à refaire les couleurs éventuellement. Et c'était le cas pour leur édition autour des personnages Disney, de Donald et Picsou, et où il y avait un discours explicite de dire, là, on va faire une bande dessinée qui va intéresser les spécialistes de l'histoire du patrimoine de la bande dessinée, etc., avec tout un appareil critique autour, mais aussi des couleurs qui permettent une appréhension, finalement, au premier degré, par n'importe quel lecteur, et notamment par des lecteurs d'enfants, enfin enfantins, les lecteurs juvéniles. Donc vraiment, là, ces traces de la matérialité dans la réédition, c'est un indicateur des objectifs éditoriaux et du positionnement éditorial, en fait. S'adresser à des spécialistes ou à des lecteurs, ou aux deux en même temps. Et là, pour les rééditions sur Donald et les autres decks, il y avait vraiment la volonté de tenir les deux ensemble. On fait un ouvrage historique avec des bandes dessinées qui sont finalement assez rares d'éditer sous ce format-là, de cette qualité-là, tout en pouvant s'adresser à un grand public qui pourra le lire. Et après, d'ailleurs, on peut les rééditer sous forme plus souple et moins chère pour les plus jeunes, etc. Donc, c'est vrai que c'est un critère qui est très parlant sur finalement, dans quel cadre elles se situent, ces rééditions et cette patrimonialisation. Oui, et ça me fait penser aussi... Je ne voulais pas m'applaudir, je voulais baisser la main, pardon. Ça me fait aussi penser à un exemple que Jean-Mathieu connaît aussi, dans les années 70 ou 80, ou peut-être un peu plus tard, il y a aussi un gars qui a essayé
ça me faisait penser à ça quand tu disais manuscrit passé à l'eau de Javel. Il y a un collectionneur américain qui a inventé un genre de procédé qu'il appelait d'après son propre nom de famille, donc c'était textonization, quelque chose comme ça, qui consistait à passer des comic books dans une solution chimique pour faire partir toutes les couleurs sauf l'encre noire, afin de procéder enfin je pense que c'était ça, afin de procéder en fait à des recolorations plus faciles. Mais bon, c'était un moment où techniquement reproduire, poser des questions toutes différentes. En fait, c'est aussi les rééditions des années 70, elles ont du mal à reproduire des pages de journal en qualité lisible, ce qui est un gros problème de ces démarches-là à l'époque. Et si je peux rebondir dessus, là, sur cet exemple-là, et derrière, il y a aussi des enjeux de contrôle de la réédition, parce que lorsqu'il faisait ces versions comme ça, blanchies, enfin décolorées, après, c'est mis en couleur ou mis en niveau de gris. Et là, pour le coup, il y avait des pages redécoupées aussi. Et il y avait un contrôle, au sens du copyright, sur ces nouvelles versions. C'est-à-dire que ce qu'on met en circulation, c'est des bandes dessinées qui sont tombées dans le domaine public. Donc, on peut les trafiquer, les rééditer. Et en même temps, on dit, attention, cette version-là, maintenant, c'est la mienne. Et personne n'a le droit de la refaire. Ce qui crée aussi une espèce d'embargo sur les éventuels concurrents qui voudraient rééditer le truc. Oui, ça, je pense que c'est vraiment s'il y a un chantier qu'il faudrait aussi ouvrir, c'est tout ce qui est patrimonialisation pirate, où en fait, il y a énormément de circulation de bandes dessinées à la fois en ligne, qui jouent sur les questions de droit, sur les questions d'œuvres dont les droits ont plus ou moins expiré ou dont les droits sont assez flous, ou alors de réédition carrément pirate de livres qui sont enfin de Marvel, etc., donc qui sont activement protégés. Mais en fait, il y a un article là-dessus qui identifie que le piratage en bande dessinée n'a jamais vraiment été un problème économique. Donc, enfin, en tout cas, dans certains contextes, notamment aux États-Unis, où le piratage n'est pas suffisamment développé que pour poser un problème à la viabilité économique des éditeurs. Et donc, il y a une situation de relative tolérance à l'égard de toutes sortes de pratiques de scannage, par exemple, de mise en ligne de bandes dessinées, qui sont en fait qui sont aussi qui n'attirent que des pratiques de valorisation d'un patrimoine. Donc les gens qui mettent en ligne des bandes dessinées font souvent ça dans une démarche de patrimonialisation et non dans une démarche purement lucrative, parce que le piratage n'est pas lucratif non plus. Donc il y a une situation assez intéressante côté patrimoine numérique, mais illégal ou extra-légal. Moi, ça me fait penser à un exemple sur les scrapbooks que tu as montré tout à l'heure. Moi, j'ai vu des rééditions d'un scrapbook de Donald, de Disney, qui était intégré dans une revue d'art. Et ils pouvaient se permettre de rééditer des strips Disney en disant non, parce qu'ils ne reproduisaient pas les strips, mais ils faisaient des photos de l'objet, de l'artefact scrapbook. Sauf que de fait, il y avait 20 pages intégrales reproduites à une échelle suffisamment lisible. Donc en fait, on avait 20 pages de strip Donald des années 40, mais avec le prétexte légal ou de dire c'est pas une réédition, c'est la photo d'un scrapbook. Regardez, on vous montre ce que c'est qu'un scrapbook. Et ce faisant, on vous fait 20 pages de Donald vintage, quoi. C'est bon, c'est bon à savoir pour l'article. Walt Disney avait ses sans brancher. Je sais pas, le truc était sorti, alors peut-être que c'était assez petit, mais c'était une revue d'art que moi j'avais trouvé en ligne c'était pas un truc pirate du tout. Il faudrait que je recherche la référence exacte. Mais... Après, la question des droits, quand pour la version livre de ma thèse, j'ai dû faire toutes sortes de démarches de droit et c'était très intéressant sur ces questions-là parce que en ayant à contacter les ayants droit, on voit bien qu'ils sont complètement désorientés par la question de la demande. Donc, par exemple, quand je demandais de reproduire une planche qui était reproduite dans une anthologie, il me renvoyait vers « oui, mais en fait, ce n'est pas à nous que je vous aiderai, c'est à la personne qui a fait l'anthologie. » Et la personne qui a fait l'anthologie disait « non, mais vous devez contacter l'ayant droit. » Donc, on voit bien que ce genre d'objet où on a des reproductions, et d'autres éditeurs qui essayent de tout monétiser, même quand ils n'ont pas tout à fait les droits.
Mais voilà, je pense qu'on a débordé peut-être aussi sur le temps. Bon, l'esprit du séminaire est de déborder quand c'est intéressant, et c'est souvent le cas. Donc, il y a pas de, on n'a pas trop d'état d'âme, et les gens qui doivent y aller, ils y vont, tout simplement. Cela étant, je vais quand même prendre la responsabilité de peut-être clôturer cette session qui était super. Merci beaucoup à vous deux, c'était vraiment passionnant et intéressant.